Michelin, Motion for Life. Bonsoir, bienvenue sur RS, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà, là, cette année, on a eu une année riche en invités, riche en émotions, et on s'est dit, ça pourrait être sympa, vu que la dernière émission, j'ai complètement coupé la chic à notre ami Rémi Tissier de se faire une émission spéciale moto. C'est ce qui nous attend au programme de ce soir. Comment vas-tu, Rémi ? Ben ça va très bien, surtout quand on a deux invités moto, je suis très content. C'est ton émission ? Mais franchement, ça m'a fait plaisir la semaine dernière d'intervenir avec vous. J'ai vu que j'avais bien fait de lancer le petit sujet sur le gars qui disjongle et qui défonce la voiture de son adversaire. Ça a beaucoup amusé sur les réseaux sociaux, mais c'était un plaisir de... De toute façon, j'adore la Formule 1, hein. C'est le sport mécanique de référence, c'est magnifique. Ah bah, au moins, on était ravis. Il y a eu quand même beaucoup de spectacles. Et puis c'est vrai que c'était cette image-là du mec qui perdait les pédales. Ouais. C'était pas mal. Et du coup, tu avais un t-shirt Ferrari, là, tu as un t-shirt thaïlandais cette fois-ci. Oui, bah, c'est ça. Je reviens pile de voyage en Thaïlande, pas du tout. Mais ouais, en tout cas, oui, je savais que tout de suite, tu allais avoir la ref. Bon, en attendant, tu es venu bien accompagné. Justement, j'accueille à nos côtés Diego Poncet. Bonjour. Tu roules en super sport. T'es un grand pilote en devenir, ça marche très fort pour toi. Et Rémi m'a dit tout de suite, j'ai quelqu'un à te présenter, c'est Diego. Ça me fait très plaisir de t'avoir parmi nous, parce que je pense que tu vas aller très loin, mais tu nous en parleras dans ta carrière. Bienvenue sur RS en tout cas. Ah, merci de m'avoir invité en tout cas. Ouais, bon, Rémi, c'est l'élite de la France qui est avec nous là. Là, c'est la relève. Laurent pourra en parler tout à l'heure parce qu'il est team manager. Il y a 3 pilotes qui jouent le titre cette année. Il est en 3e position. Il espère bien terminer champion s'il le peut, être wildcard également à Magny-Cours avec Honda par exemple, parce qu'il a un fort soutien de Honda et il est métamorphosé par rapport au gamin que j'ai croisé avec Alexis Négrier. On l'a fait venir, lui, il est venu à notre hôtel à Magny-Cours avec Philippe Monneret. Tu avais un enfant tétanisé et là, tu as un pilote qui s'est imposé, qui a roulé au bol d'or sur une mille, qui a gagné sa place en endurance et qui croit en ses chances d'être champion de France en fin de saison. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on est passé du premier côté du ring, mais de l'autre côté, tu n'es pas venu tout seul. C'est vrai que tu nous as fait la totale moto. Mais Laurent, qui est déjà venu parmi nous sur RS. Bonjour. Toujours le boss de Flambeau, toujours la MV, ça se passe bien ? Oui, surtout, c'est la première année avec la MV. Ouais. Tu m'en l'as pas ramené, là, je repars pas avec là, sur le périph'. Ah non, elle n'est pas là. Elle a couru ce week-end et là, elle n'est pas là. Ouais, donc du coup, tu es passé du 300 au 600. Tout à fait. Comment ça s'est passé là, ce début? Tu nous disais avant l'émission, Phillip Island, c'est un sacré changement. Ouais, surtout une grosse découverte d'une nouvelle marque, une marque italienne, donc il y a beaucoup de travail. C'est une moto qui n'est pas facile au départ, mais ça va avancer petit à petit. Mais il faut apprendre ses marques. Sur une 600, c'est pas la même chose qu'une 300, c'est plus la même chose, c'est plus le même championnat. Là, on passe à 12 courses, donc l'an dernier, on en avait 8, donc c'est quand même un gros changement pour nous. Ouais, carrément. Voilà. Surtout l'étranger, on est parti en Phillip Island. C'est quoi le calendrier là ? On a commencé en février et on termine, la dernière course, ça sera en Gérèse au mois d'octobre. Il y a beaucoup de courses vraiment très très loin comme Phillip Island ou Non, alors ce qui est dommage, c'est que cette année, ça fait maintenant je crois 2 ans où on n'a plus qu'un outre-mer. Avant, il y avait l'Argentine, il y avait pas la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie. On a perdu quand même pas mal de courses en Outre-mer. Mais est-ce que c'est pas mieux pour niveau de budget pour tenir C'est pas le fait c'est complètement différent, mais je pense que déjà pour évoluer pour le championnat du monde c'est quand même mondial. Donc avoir une course en dehors de l'Europe, même si on va en Angleterre qui n'est pas l'Europe, mais c'est quand même pour moi l'Europe, c'est pareil. Donc c'est un peu dommage, je trouve, pour que ce soit les spectateurs, pour les partenaires, pour tout. J'ai un des teams que je connais en 600 Super Sport. Pour lui, c'est problématique parce qu'en fait, il a plus de sponsors qui donnent de l'argent pour aller en Outre-mer que de faire l'Europe. Ah ouais. Donc, et c'est peut-être plus facile aussi de trouver des partenaires. Mais quand est-ce que ça a commencé comme ça, pour dire la vérité ? Avec Flamini, c'était pas comme ça. Ah oui, à l'époque, il y avait beaucoup plus de courses, hein, ça c'est sûr. Il y avait une vraie concurrence. La Dorna faisait grise mine parce qu'il y avait des 110 000 spectateurs à Brands Hatch. Et quand ils ont acheté ce championnat, ils en ont fait un championnat inférieur. Voilà, il y a 4 ans, on avait encore le Qatar, on l'a pu. Donc en MotoGP long. Moi, je l'ai fait 2 fois en endurance et 1 fois en 300 Super Sport. C'est un peu dommage. Ouais. Et je pense que pour les partenaires, c'est pas facile parce que de vendre un produit en faisant le championnat du monde, mais on fait que, entre parenthèses, l'Europe.
Donc c'est un peu. 2 courses au Portugal, 2 courses en Italie, 2 courses en Espagne. Voilà. Sur la moitié, la moitié des. Et encore, on a eu des saisons, là, 3 courses en Espagne. Hein. On avait Barcelone, Aragon et Jerez. C'était peut-être l'année du Covid. C'est l'an dernier. Oui, il y a l'an dernier aussi, mais l'année du Covid, ils en avaient rajouté aussi. Donc c'est dur pour les sponsors pour valoriser un championnat du monde, parce que c'est quand même le titre qu'on a. Donc c'est un peu dommage, mais. Surtout qu'on a Toprak, encore pour cette année. Attends, on va y venir, mais ça, on va passer tout de suite aux news MotoGP. Et avant de démarrer cette petite virgule, si en régie, vous pouvez moins couper les portes, parce qu'on a le double retour, c'est l'impression de s'entendre en écho. Salut, ça va, c'est un peu compliqué. Tout de suite, la MotoGP, c'est parti. Vu la différence avec un mec qui fait du voice-over par rapport à nous, t'avais rien ressenti, toi. Non. C'est une voix de légende. Est-ce que tu sais quelle voix il fait, par exemple? Bah non. Mais c'est très bien. Titeuf. Mais non, mais on n'est pas sur StreamVF, même si. Non. On n'est pas sur StreamVF. Spider-Man, t'as déjà regardé des trucs comme ça? Il va me faire mon CV. Bon, bah, tout à l'heure sur Wikipédia, je reviens me chercher une bouteille d'eau. Non, moi, je voulais te parler du GP d'Aragon, mon cher Rémi, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'étais complètement coupé. Mais on était tellement en retard sur le. C'était pas possible. Franchement, c'était très bien. Parle-nous du GP d'Aragon. On attendait Marquez. Est-ce que Marquez est arrivé? C'est simple, il y a 3 grands prix où normalement, sauf Pépin, il est intouchable. C'est Austin, le Sachsenring et Aragon. On était en Aragon, il a gagné la course sprint le samedi. Je crois qu'il les a gagnées toutes sauf une où il avait fait. C'est son frère qui a gagné, il a fait 2e derrière. Et il a gagné bien évidemment le dimanche sans problème. L'autre souci qu'il y a eu pour les tricolores, c'est qu'on a eu des tricolores qui ont été très très bien avec 3 pôles d'affilée pour Fabio Quartararo et 2 courses exceptionnelles de Johan Zarco qui a pris 45 points en 2 courses, qui gagne au moment, qui fait 2e en Angleterre et qui prend donc plus de points que Marc Marquez sur ces 2 grands prix-là. Et on y viendra tout à l'heure aussi avec l'Italie. Depuis Aragon, nos 2 Français sont à nouveau en assez grande difficulté. Ouais. On en parlait juste avant de démarrer l'émission, Laurent, et je voulais avoir ton avis, Diego. Vraiment, le Supersport et le mondial Supersport, vraiment, c'est peut-être l'antichambre du MotoGP. C'est quelque chose que tu vises, toi, avec le parcours que tu fais. Comment tu es là-dessus? Bah, là, actuellement, déjà, j'ai 20 ans. Donc, on va dire que tout ce qui est MotoGP, Moto3, Moto2, c'est déjà trop tard quand on voit un... Il n'y a plus rien à faire? Non, quand on voit un Maximo Quiles qui a 17 ans, qui gagne en Moto3, sa première victoire, c'est trop tard. Et maintenant, même maintenant, en Supersport, c'est de plus en plus compliqué parce que on voit que la moitié des noms, c'est des mecs en Moto2, Moto3. En Superbike, ça vient du MotoGP. C'est ça qu'il y a eu avec le niveau, il a vraiment fait un step. Il a raison. Avec l'effet Dorna, avant, il y avait quelques rares pilotes qui venaient des Grands Prix Dorna. Là, maintenant, quand tu regardes, on ne va pas parler de Battista des autres, mais en Supersport, effectivement, la plupart des pilotes, on est d'accord, c'est très relevé, ils viennent presque tous des Grands Prix. Il ne faut pas oublier 2 choses. Il y a quand même 2 pilotes qui sont venus du 600 Supersport et du 300 Supersport et qui sont montés en Moto 2 et qui performent. Manuel Gonzalez, qui a couru avec nous en 300, qui a été titré, et il monte et surtout, il a fait une pige pour tester une MotoGP. Donc, et il a très très bien roulé. Donc ça reste encore possible, par exemple, donc il y a une grosse possibilité, parce que le problème, c'est que pour entrer en Moto 2, on vient d'une Moto 2 d'Espagne, c'est compliqué pour qu'il puisse monter en Moto 2. Donc il y a toujours des tremplins qui est possible du 600 Supersport pour monter en Moto 2. Donc il y en a quand même 2 qui l'ont prouvé, qui sont maintenant actuellement en Moto 2. Donc Manuel Gonzalez, c'est le 2e pour toi? Et Hurta, c'est quand même... Il roule comme pareil quand Manuel Gonzalez a la première saison en Moto 2. Ouais. Donc il faut qu'il s'y fasse, ça roule très vite. Et je pense que Gonzalez, c'est fort possible que peut-être que dans un an, il sera en MotoGP. Là, il roule très fort en Moto 2. Ça fait que 2 ça fait 10 ans, la 300. Il y en a 2 en tout et pour tout seulement. Ouais, mais c'est quand même pas mal. 2 en 10 ans, et ce sont des Espagnols. C'est vrai que l'Espagne, ça change beaucoup la donne. Déjà, ils n'ont pas le même cursus parce que Diego, pour rouler en hiver, c'est très compliqué. Il est obligé d'aller en Espagne. Eux, ils vivent en Espagne. Donc, ils roulent tout le temps. Ils sortent de l'école, ils vont rouler. Diego, il sort de l'école, il ne va pas rouler. Je veux dire qu'à Carole, un 12 décembre... c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, je me permets de vous couper, Diego ne sort pas de l'école. Non, là, maintenant, c'est le travail. Il faut aller travailler un petit peu. Parce qu'il n'est pas pilote professionnel. Même si son papa l'aide et ça coûte cher, et son papa, bravo, il est là. Pascal en régie, on le salue. Il a un boulot en plus. D'ailleurs, merci d'être venu. Ce qui est compliqué pour performer, parce que le problème, c'est que si tu fais pas que ça, les problèmes, les Espagnols, ils font que ça. Donc, pour un jeune comme lui, pour sortir du lot, pour arriver après en 600 Supersport mondial, et surtout, il y a une grosse différence entre nos championnats et le championnat du monde. C'est que ce week-end, on a roulé donc à Nevers-Manicourt et ils ont beaucoup de roulage par rapport à nous.
Donc un jeune qui arrive, qui a juste une FP et après la qualif, là il y avait FP1, FP2, FP3, warm-up et qualif. Ouais. Donc il y a une grosse différence. Ils sont obligés d'aller dans le rythme tout de suite et c'est pour ça que ça peut être très compliqué pour monter. Donc le niveau français actuellement est un peu compliqué, il manque un peu et pour après à rouler directement au championnat du monde sur Super Sport, il faut qu'ils mettent du rythme, mais tout de suite. Et c'est ça le problème, je pense, pour le futur. Donc, Très bien. Tu en avais parlé la semaine dernière, mon cher Rémi, l'arrivée de Toprak en MotoGP chez Yamaha, ça y est, c'est officiel. Et on vous l'avait dit une semaine à l'avance ici sur RS. Voilà, grâce à Benjamin Bata, qui m'avait donné l'info, et c'est fait. Et ça fait des années que je commente les deux championnats, et j'ai été étonné de voir les retombées qu'il y a eu. Comment les pilotes, je vous avais dit ce qu'avait dit Randy Le Punier, ça m'avait surpris, il avait dit, il est pour moi, avait dit Randy, il est du niveau de Marc Marquez ou de Stoller. J'ai dit, ah bon, à ce point-là, parce que même moi, je ne saurais pas aller jusque-là. J'ai vu comment il y a eu les réactions qu'ont eu des pilotes comme Marc Marquez, tout le monde est content de le voir. Et il y a eu un très très beau sujet par le diffuseur Canal+, sur l'arrivée de Toprak Azgatoglu. Jamais, je crois qu'ils sont 8 ou 9 à être venus, Noriyuki Haga, Ben Spies, Colin Lenoir, James Tosland, je crois qu'ils avaient oublié dans le sujet d'ailleurs, qui était toujours jamais, jusqu'à maintenant, il y a eu une telle attente sur un pilote venu du Mondial Superbike. C'est une star. Par sa personnalité aussi, Laurent ? alors moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a un don parce qu'on prend toute sa carrière en Superbike, peu importe la marque de moto, il était devant. Il roulait chez Kawa chez Puccetti, il était devant, il a fait des podiums. Chez Yamaha, il a été champion du monde. Il vient chez BM, il est vraiment devant. Avec une moto qui n'avait jamais rien gagné. Mais, en plus. Mais c'est pour ça qu'en fait, peu importe la marque, il roule vite. Ouais, ça fait partie de ces extraterrestres en bécane qui ont le feeling et tu les mets dans n'importe quoi, en wildcard, pouf, ils gagnent. Et c'est pour ça qu'en MotoGP, ça peut marcher. Après, ça va marcher. Moi, je pense. Le problème, c'est que ça roule très vite. Il faut que je pense qu'il a une adaptation. Il va mettre minimum un an. Mais ou pas. C'est tellement un génie. Enfin, alors, la difficulté qu'il va avoir, il y a plus de la moitié des circuits qu'il ne connaît pas et il ne connaîtra pas les pneus Michelin pour l'année prochaine. Donc pour l'année prochaine, peut-être un ou deux coups d'éclat. Mais moi, je crois dur comme fer, maintenant que je l'ai vu faire ce qu'il a fait avec BMW l'année dernière, je pense vraiment qu'il va nous faire des coups d'éclat. Alors Bat Marquez, non, parce qu'il n'aura pas la Ducati, mais ça sera intéressant. Surtout, une autre chose, c'est qu'en 2027, c'est plus la même auto, c'est plus les mêmes pneus. Et donc lui, il sera au même niveau. C'est ça la grosse différence, c'est que première année, ça sera un apprentissage, et la deuxième année, tout le monde sera au même niveau avec une nouvelle marque de pneus que lui connaît. Ouais. C'est surtout ça. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier, il les connaît par cœur, il sait ce qu'il faut faire avec. Donc, après, même ce ne sera peut-être pas les mêmes pneus, parce que ce ne sera pas les mêmes carcasses, c'est complètement différent, mais c'est quelqu'un qui a un don, ça c'est sûr et certain. C'est un Marquez, il a un don. Hein. À ce sujet, Donald, il faut quand même signaler que notre sponsor Michelin, du coup, Michelin, c'est officiel maintenant par rapport à la dernière émission. Michelin sera, tu vas peut-être travailler donc du coup avec eux et toi aussi, je te le souhaite. Michelin prend la place de, ils intervertissent en fait. Pirelli passe en MotoGP et c'est officiel. Maintenant, ce sera pour le Mondial Supersport, pour le Mondial féminin et pour la Superbike, ce sera Michelin en 2027. Et surtout, je crois que ça fait plus de 20 ans que Pirelli est en Superbike. Hein. Ouais, ça fait un monomarque. Je dirais, c'est ça, c'est la première année. Une vingtaine d'années. Hein, oui, mais même plus que ça, quand je roulais en 2001, 2000, vraiment dans les promos, moi, je dirais 2004, c'est simple, c'est l'année où la Konya a perdu le titre et face donc à là, Tosla. C'est un grand changement pour le Superbike, mais pour moi, je te dis, par rapport à Toprak, c'est sûr et certain. En 2027, ça sera une grosse différence pour tout le monde. Et Diego, toi, comment tu le vois, son arrivée de Toprak en MotoGP ? Tu penses que ça peut vraiment faire un effet de fou ? En tout cas, c'est la même figure en Superbike qui peut arriver en MotoGP. Ça peut être la bonne surprise ? Ça peut être une bonne surprise, oui et non, parce qu'on sait qu'il va très vite. Donc, certaines personnes n'y croient pas, d'autres y croient, mais... C'est sûr qu'au bout d'un moment, il va aller vite. Les spectateurs, ils ne croient pas du tout. Hein, ah bon ? Il y en a beaucoup qui disent qu'il ne va pas y arriver, ça va faire comme Spies, ça va faire comme Haga. Ils ont dit pareil quand il est arrivé chez BM, et puis au final, il fait champion. Donc, surtout, il n'a pas mis du temps à ça. Il s'adapte vite. Il était très rapide tout de suite. Donc, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Même s'il y a sur une Yamaha qu'on voit qu'elle n'est pas encore assez régulière, on voit qu'elle fait quand même des coups d'éclat. Donc, la moto, on sait que sur certains circuits, elle peut marcher. Quoi. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, on suivra ça et on espère que ça marchera bien. C'est vrai que c'est tellement un showman de le voir arriver en MotoGP. Et puis, ça peut faire arriver pour les premières fois un stoppie sur la ligne d'arrivée. Je me dis pourquoi pas. Non, Rémi ?
Ça changerait pour une fois. Surtout, j'espère qu'on va voir Istanbul Park enfin au calendrier. Ah, tu crois que ça pourrait jouer? Ah bah. Ouais, je pense que c'est une des choses aussi en plus pour la Dorna. Hein. Ah, c'est pour la. Parce que ça amène aussi beaucoup plus de. La Dorna public. ou Liberty Media, Ouais, je rappelle. Ouais. Ça va bientôt peut-être annoncé, donc c'est pas encore sûr. En tout cas, une info aussi qui concerne la F1 et le MotoGP. Gunther Steiner, ancien team manager principal de Haas, et il serait équipé et intéressé par l'équipe française Tech 3. C'est une rumeur, c'est une info. Alors, c'est pas confirmé encore, mais effectivement, il a rencontré Hervé Poncharal et voilà, il est maintenant consultant à la télévision de temps en temps pour la chaîne française, mais là, il est intéressé. Je pense que là aussi, comme l'arrivée de Toprak Razgatoglu, c'est une très très bonne nouvelle pour le monde de la MotoGP d'avoir un garçon comme ça, qui a nos âges, qui viennent s'intéresser. Il y avait Lewis Hamilton à un moment qui avait hésité, il y a un petit peu, mais de toute façon, il y a beaucoup de pilotes. Il y avait Marc Webber ce week-end, en plus de Ken Reeves. Il y a beaucoup de gens de la Formule 1. Les gens de la Formule 1, je le voyais quand on commentait, Jean-Pierre Jabouille, tous les pilotes qui sont venus avec nous, René Arnoux en cabine, les pilotes de la Formule 1 ont un énorme respect pour les pilotes MotoGP. Hein. Ah bah oui, c'est des showman, c'est les gladiateurs, hein, ça rigole zéro. Mais ouais, ça pourrait être intéressant parce que Gunther Steiner, c'est un très bon team manager. Toi qui est là-dedans, tu vois ça d'un bon oeil? Le problème, c'est que c'est un milieu complètement différent de la Formule 1 et le MotoGP. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes budgets. Alors, il va peut-être modifier certaines choses. Mais comme ça va être peut-être le même promoteur de la Formule 1 et de la Dorna, donc ça peut peut-être jouer en faveur pour la Dorna, pour l'évolution. Déjà, quand on voit au Mans qu'ils ont fait 320 000 spectateurs, c'est quand même... ça marche. C'est un championnat qui marche super bien partout, dans toutes les courses, dans tous les pays. Donc... Et après, c'est vrai qu'il y a du spectacle. Quand même du spectacle, ça se double. On va en parler après Bien sûr. de la course de ce week-end, mais c'est sûr qu'il y a du gros spectacle en Formule 1. Ouais. Pour ma part, moi, je suis pas passionné de la Formule 1. Je trouve que c'est pas pareil. Et plus, je pense, la Formule 1, c'est plus du matu vu que la moto. C'est plus des gens plus simples qui viennent en MotoGP, des plus gros passionnés que la Formule 1. Oui, de toute façon, il y a toujours eu plus de spectacles en MotoGP. Au GP 500 de l'époque, quand même, il y avait je peux pas te laisser dire quand même, parce que je suis un passionné de moto à 100%, qu'ils sont plus passionnés en MotoGP qu'en Formule 1. Non, ils sont là, la passion, elle est là. C'est la même. C'est la non, même. mais au niveau du spectacle, c'est souvent mieux en MotoGP, il faut Il y a quand même plus... Tu sais pas... Tu trop, mais non. Mais on avait un invité voiture. Non, mais tu regardes la passion. Non, Laurent, la passion que tu as toi pour la moto, je peux te dire que quand une course de Moto 3, c'est quand même extraordinaire à voir. Tu sais pas qui va gagner, il y a une bataille de folie. En Formule 1, c'est beaucoup plus stratégique qu'autre chose. Non, mais là où Rémi a raison, c'est que c'est la même passion, elle est aussi forte. Après, le spectacle, c'est autre chose. C'est différent, mais moi, je suis plus passionné pour la moto, c'est pour ça que je regarde, mais après, j'ai pas la Formule 1, c'est pas trop mon truc. C'est sûr que dans les 10 premiers en Moto 3, ils peuvent tous gagner, c'est autre chose qu'en F1 ou... Le gamin qui a gagné, là, c'est le protégé de Marc Marquez, c'était son 5e Grand Prix. Je crois qu'il a déjà fait une pole, 3e podium, première victoire. Au 5e Grand Prix, à 17 ans, il gagne au Mugello. Et il a fait tout comme Marquez, première pole au Mans, premier podium en Angleterre et première victoire au Mugello. Justement, la transition est toute trouvée. 93e victoire cumulée, toutes catégories confondues pour le numéro 93, c'est magnifique. Et 100e pole pour Marc Marquez, c'est le week-end de Marquez, Rémi. Oui, alors on n'est plus en Aragon, on est au Mugello. Le Mugello, il n'avait pas gagné depuis 2014, il avait gagné une seule fois. C'était là, la dernière fois, il fait son dernier un gros high side à Mugello. Le circuit qui lui résistait, les 3 dernières années, c'était Pecco Bagnaia. Et Pecco, il a rien pu faire, ni dans la course sprint, ni dans la course longue, on y reviendra. Il y a eu également les sifflets. Je trouve que l'attitude de Marc Marquez, tout au long du week-end, mais on le connaît, était très très digne et exceptionnelle. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à parler, évidemment, de sa bataille avec Bagnaia et son frère, et les sifflets. Mais ça marche bien pour Marc Marquez. Nous, du côté des Français, c'est Fabio Quartararo qui était victime d'une chute le vendredi, mais il a quand même réussi à se qualifier 4. Voilà, il a été le soir à l'hôpital, mais raconte-nous un petit peu ce qui s'est fait, et surtout, ce qu'a fait le commissaire de piste. Ouais, il est quand même tombé, il se luxe l'épaule, et on voit vraiment à la caméra le commissaire qui met un coup sur l'épaule, et ça lui met l'épaule en place. On voit qu'il souffre bien, mais bon, il y a quand même eu le savoir-faire de remettre l'épaule en place. Et... Si le commissaire ne le fait pas, on a vu des pilotes maintenant. Là, il roulait plus du week-end. On est bien d'accord. Donc là, je ne l'avais pas vu, moi, cette image-là. C'est un truc. Merci le commissaire de piste. Il lui sauve son week-end. Sinon, c'est mort. Il lui a fait la Mel Gibson dans l'arme fatale. C'est à peu près ça. C'est improbable. Mais là, il va être pénalisé sur la suite. Non, il a pu rouler. C'est pour des problèmes de vibration. Il a eu son week-end
il part 4e, tu te dis que ça va être bon, et puis à la fin de course, il finit 10e, il se fait battre pour la dernière place des points, et c'est 14e le dimanche. Pour Fabio, ça devient la punition. Je pense qu'il va peut-être être très content de voir l'arrivée de Toprak Razgatoglu la saison prochaine sur l'équipe B. Je pense qu'il pense notre Quartararo de... Je pense qu'il peut être que content. J'ai vu la réaction de Johan, j'ai pas vu celle de Fabio, mais de toute façon, il a même demandé, ça a été validé, à ce qu'Andrea Dovizioso vienne pour apporter tout ce qu'il sait, parce qu'il a été 3 fois vice-champion du monde dans ces catégories. Là, il faut travailler sur tous les niveaux pour Yamaha, pour arriver à concurrencer Ducati. À un moment, en course, hier, je me suis fait la réflexion, il y avait les 6 Ducati aux 6 premières places. Ouais. Ça commence à faire... Il n'y en a plus que 6. Ouais. C'est le même principe en Superbike. Hein. Oui. S'il n'y a pas Toprak, il n'y a que du Ducat. Oui, mais tu viens de dire s'il n'y a pas Toprak. S'il n'y a pas Toprak, il n'y a que du Ducat. Hein. Mais comme il y a Toprak, il est là. Bah heureusement. Sinon... Notre Johan Zarco, lui, a chuté dans le dernier virage avant l'arrivée. Et c'est quoi c'est la Honda qui était moins bien sur ce circuit? Non, il ne sait pas. Pour l'instant, il n'arrive pas trop non plus à savoir ce qui se passe. Il a dit qu'il est dans une mauvaise spirale, chute dans les 2 courses. C'est, voilà, un mois après ses exploits, ça peut arriver à un pilote. Toi, tu as regardé les courses. Qu'est-ce que tu en penses de Johan? C'est difficile à savoir. De toute façon, il a une Honda en ce moment. Il a fait un miracle au Mans, un semi-miracle en Angleterre. On ne va pas se leurrer, parce que c'est un pilote exceptionnel. Après, on voit que ça fait un peu comme la Yamaha, elle est un peu irrégulière. Et puis après, voilà, en sprint, c'est de la malchance, il se fait taper. Il n'a pas de chance pour le sprint. Il n'y a pas que de la moto, mais voilà, la moto était dans une période un peu moins bien. Lui-même, il l'a dit que ça revient à la réalité, maintenant il faut faire avec. Puis il faut rebondir. Exactement. On a eu par contre un souci, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, c'est les sifflets des tifos contre Marc Marquez. Évidemment, Tardozzi, ça lui a pas plu, mais il s'est passé quoi pour qu'il siffle comme ça tu sais très bien, puisque tu es fan de Valentino Rossi, c'est toujours cette histoire de 2015. Mais à un moment, c'est toujours cette histoire de 2015. Oui, mais là, c'est ce qu'il leur a dit. Et Rosso, il a dit il est en rouge. Alors, il était en rouge le samedi, parce que dimanche, il était en Bordeaux pour la livrer. Mais il a eu raison, là, Davide. Au bout de 10 ans, là, il va falloir arrêter. Là. Et Valentino Rossi n'est pas allé au podium pour son pilote, Di Gianantonio, qui était là. Maintenant, je discutais avec beaucoup de gens passionnés de moto. S'il continue comme ça, au bout d'un moment, Valentino Rossi il va perdre un petit peu, parce que là, il y a un moment, il faut passer l'éponge. Ça fait il y a 10 ans. Mais tu peux nous rappeler, pour ceux qui ont raté ce qui s'était passé en 2015, il s'était passé quoi? Il a, pour la seule fois de sa carrière, lui qui tenait la presse et qui est un garçon exceptionnel par son charisme, Valentino Rossi, à la conférence de presse, j'étais à 4 mètres de lui, après l'Australie, il attaque Marc Marquez en disant « Mais tu as aidé Lorenzo pour le titre », ce qui était entièrement faux. L'autre le regarde, se dit « Là, mon pote ». Et après, il lui a mis un coup pour le faire tomber pendant la course. Et à partir de là, ça a été fini. La Dorna a annulé la conférence de presse pour la seule fois de l'histoire, tellement c'était chaud. Et il a perdu le titre. Il avait peut-être eu encore une infime chance de l'avoir. Et à partir de là, ça a été terminé. Et quand il y a eu son dernier Grand Prix, c'était beau, c'était émouvant à Valencia. Il a fait la paix avec Stoner, qui lui a quand même dit un jour « Ton ambition a dépassé ton talent à Jerez ». Il a fait la paix avec Lorenzo. Il avait fait la paix avec Gibernau, avec tout le monde. Et le seul avec lequel il n'a pas encore fait la paix, c'est Marquez, parce qu'il l'a encore là, parce que l'autre est arrivé plus jeune, et puis il est comme lui. Voilà, ils sont nés un jour latéral, il a la même personnalité, et je pense que là, il faudrait que ça s'arrête. Et je pense que ce qu'a fait Davide Tardozzi, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, c'est bien. Il y a eu moins de sifflets le dimanche pour la course longue. Le problème, c'est que Marc Marquez, s'il est champion du monde, il va égaler, là. Ah bah oui. Il passe 9, hein. Ah ouais. Donc, comme Rossi, hein. Y aller, et puis après... Peut-être. Peut-être. C'est bien parti, en tout cas. Il y en a beaucoup qui cherchent le 10e qui ne l'ont pas eu. Hein. Ouais. Sébastien Loeb en voiture, il est 9, il ne l'a pas. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est du Schumacher, je crois que c'est 9 aussi. Il y a Vincent Philippe qui l'a eu, je crois, en endurance. Ouais, mais c'est pas. Mais il y a la même chose. Mais Schumacher, je crois que c'est 9. C'est pas assez bien l'endurance. Non, c'est pas en parlant d'endurance. La compétition de laquelle il roule avec le regarde, ils sont 9. Tom Christensen au Mans, 9 fois. Ouais, mais c'est compliqué de passer. Si, il y a, chez MV Agusta, il a fait 13 fois, plus 2, je crois. 13 plus 2. C'est le seul, hein, donc, mais ils sont bloqués tous au 9. Même au Gier ça, je sais pas. Mais en tout cas, Sébastien Loeb, il est 9 et il n'a jamais réussi à avoir le 10e. Hein. Il l'a cherché. Hein. Il n'a jamais réussi à l'avoir. Hein. Ouais.
Ah, mais c'est un truc de fou. 10, ça passe à 2 chiffres. Hein. Ouais, c'est clair. On était donc au Mugello. C'était une bataille incroyable entre Marc Marquez, Alex Marquez et Pecco Bagnaia. C'était les 6 tours. C'était improbable. C'était très, très beau à suivre. C'était magnifique. Il y a eu 10 dépassements entre les deux. Alex Marquez a été assez malin pour comprendre qu'il ne fallait pas se mêler à ça. Ça a été la tactique de Pecco. Il l'avait dit. Hein. Il avait dit je ne termine pas 3e comme au sprint le dimanche. Donc il a tout essayé. Il a essayé cette tactique-là. C'est ce qui est de bousculer Marc Marquez, qui est tellement serein, qui a lui, été assez malin pour ne pas taper dans ses pneus. Et après, c'était injouable. Et du coup, il a même perdu la 3e place en fin de course face à Fabio Di Gianantonio. Après, pour les tifosi, pour nous spectateurs, ils nous ont fait 6 tours d'anthologie, Diego. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment 6 beaux tours. Après, voilà, c'est bien parce qu'on a quand même moins ces bagarres-là en MotoGP par rapport à avant, avec tous les aéros, les machins. Mais bon, voilà, après, en fin de course, on a vu que c'était un peu plus dur. Dès que Marc est accéléré, voilà, ça fait un petit écart constant, et puis il a su gérer comme ça. Ouais. Et il avait quand même déclaré, c'est pas son circuit. Hein. Et Pecco, il se disait, ça faisait 3 fois qu'il gagnait là. Là, Pecco Bagnaia, ce coup-ci, mentalement, il l'a dit après coup, il dit là, je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Être battu chez lui, devant son public, sur le circuit où Marquez n'avait gagné qu'une fois en 2014, là, fou. Tu comprends bien, tu te retrouves avec 110 points de retard. Alors, un week-end parfait, tu peux prendre 37 points à 0 si Marquez tombe 2 fois. Il a maintenant 70 points de retard pour la place de vice-champion du monde sur Alex Marquez, qui est le seul, on a l'impression maintenant qu'il peut jouer le titre à son frère, messieurs. Ouais, il fait que des bons résultats, et le problème, c'est qu'il va continuer. Et là, comme tu disais, il n'est pas fort sur ce circuit-là, alors qu'est-ce qu'il va être dans les autres ? Ouais, c'est encore pire, hein, parce que... ça va être compliqué pour ce championnat. Il va peut-être battre tous les records. Il a passé 2 de ses 3 circuits mythiques. Il lui reste que le Sachsenring. Les autres, il est bon, mais sans plus. Ouais, mais regarde, là, il n'était pas bon ici. Et là, ça fait 3 fois que Bagnaia qui gagne. Et l'autre, il gagne la sprint plus ça. Ça va être dur. Hein. La saison, elle va être très, très dure. Hein. Mais le pire, c'est que quand tu as un pilote et que tu as le mental, parce que là, il l'a vraiment, donc c'est encore plus facile. Et on le voit. Hein. Il attend, même si ça a bataillé pendant 6 tours, mais il a quand même une facilité. Il fait ce qu'il veut. Il attend, il n'use pas les pneus, et on le voit, Bagnaia, il a forcé pour faire dans les 6 premiers tours, il force, et à la fin, il a même sont touchés quand même. Et la 3e place. Et c'est pas l'Italien qu'on attendait sur le podium, quoi. Non, comme il a forcé, les pneus étaient plus usés, et le 4e, il est monté 3, et donc il a perdu en plus le podium. Parce que j'ai été 3 d'un seul coup, je fais, mais il s'est passé quoi il est remonté, Antonio, parce qu'il a mieux géré ses pneus, et voilà. Les pneus, et puis à la fin, il avait quand même un sacré rythme. Ah ouais. Ouais, à la fin, il a quand même un bon rythme. Mais oui, c'est qu'il a forcé pour être dans les premiers, et à la fin, ça se paye. Hein, donc. C'est la tactique qu'il avait choisie. C'était peut-être, probablement, la seule façon, le seul espoir qu'il avait de gagner le Grand Prix. Pousser Marquez à la faute. Parce que les seules fois où Marquez ne gagne pas, c'est quand il tombe. On peut dire que de ce côté-là, il a fait le spectacle, il a fait le boulot, il a chauffé. Hein. Comme je disais, le problème, c'est que maintenant, Marquez, il est dans la tête, il est plus fort que tout le monde. Et là, surtout, le fait, c'est que ça joue. Peu importe le pilote, dès que tu as le mental, mais il n'y a pas que ça. Ça joue beaucoup. Il n'y a pas que ça. On en discutait dans la voiture, le coup de Brno où il coupe, où il les laisse passer. Il est en plus plus malin dans la tactique de course, dans tout. Donc là, il avait déjà pensé avec son équipe que Pecco allait faire ça. En plus, il l'avait déclaré la veille. Il a dit, je vais attaquer plus fort. Donc il savait très bien ce qu'allait se passer. Il gère tout comme il a fait à Buriram, où il a laissé... Il fallait se mettre derrière son frère. Il sait tout faire. Il est plus fort en pilotage, plus fort dans sa tête, comme tu l'as dit, et en plus, il est plus fort sur le plan tactique. Et surtout, il est très serein parce qu'il a énormément de points d'avance. Donc, même s'il rate une course, il perd des points, c'est pas grave. Il sera toujours premier. Il a énormément d'avance. Donc, je pense que ça va être extraordinaire, le résultat final. Ouais. Le nombre de victoires qu'il va faire. Ça risque d'être assez énervé. Hein. Une image marquante aussi, c'était Morbidelli, je crois que c'est lui qui a eu l'accrochage avec Binder, non ? Avec Vignales. Ah, Vignales, oui, pas Binder, mais là c'était n'importe quoi. Là, il nous a fait un beau week-end pour un garçon qui joue sa place et qui, pour l'instant, il l'a dit tout à l'heure, a l'avantage sur Jack Miller, puisque Jack Miller n'a pas de contrat, l'Australien, et devrait aller au Mondial Superbike, et normalement, Toprak devrait être avec Morbidelli. Et s'il continue à faire des prestations de ce genre-là... Tu crois qu'il peut se sentir en danger, là ? Ah un contrat, ça se casse vite. Les Italiens, ils ont l'occasion de choisir, ils vont pas se gêner. Si Miller fait 5 ou 6 courses sensationnelles et que Morbidelli, ça va pas très bien, ils vont casser le contrat, ils vont le mettre au Mondial Superbike, ça c'est une certitude. Et là, comme il est énervé, comme si ça suffisait pas,
long lap. Et qu'est-ce qu'il fait pour le long lap? Ah bah, il s'est bien raté, bien comme il faut même. Hein. Il a les morts dans le verre comme on a rarement vu ça. Et du coup, il re-long lap. Donc là, ça fait quand même 2 boulettes. Parce que il a de la chance parce que c'est un gitan à l'origine, hein, Vignales. Au début, quand le geste, il lui fait. Quand il sort, quand il marche, il est capable, Maverick. Et heureusement, il s'est calmé après, etc. Mais il avait failli faire un rupteur de rage. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Maverick Vignales, si je me souviens bien, une fois, on est en Mauvais tournée. souvenir. Mauvais souvenir. On est en tournée entre première quand il est dans les petites catégories. Vignales, il disjoncte, il se barre. Hein, il rentre. Je ne sais pas si c'était pas où on était au Japon, je pense. Il rentre. C'est un gars. Là, il n'était pas content. Ouais, mais du ils tout. annoncent quand même beaucoup que Miller arrive en Superbike. Hein. Normalement, oui. C'est ce qui est vraiment annoncé. Dont le team manager, un ancien pilote de MotoGP. Il y a des grosses annonces et ça fait quand même quelques années où c'est sur les mêmes pilotes qui sont sur la Superbike chez Honda. Donc, Effectivement. Par contre, c'est Pecco et Marquez, vous avez été convoqués en direction de course. C'était suite à quoi au premier tour là Oui, moi, franchement, c'est sensationnel la moto. J'ai un peu chambré l'autre jour pour que vous ayez des belles vidéos avec le pilote voiture qui disjoncte. Mais là, ce sont des faits de course. Si on n'a pas ça, on n'a plus rien. Là, je suis désolé pour les gens qui prennent les décisions. D'ailleurs, c'est mieux maintenant que ce soit plus Freddy Spencer. C'est beaucoup plus calme depuis que c'est plus lui. Et là, il n'y a pas de raison de le convoquer en direction de course, Diego. Et puis quand on voit Jerez entre Toprak et puis Bautista, la course où ils zoupent, je ne sais pas combien de fois. Ouais, ils l'ont fait aussi à Portimao. Voilà. Arrivé, le problème, c'est que... Personne ne s'est plaint. Hein. Pecco, c'est pas plaint. C'est du pilotage. Il essaye. Alors, c'est lui qui... Si on nous prive de ça, après, il n'y a plus rien. Il y a déjà maintenant les bandes vertes. Il faut faire attention au niveau de diplomatique, pas dépasser un 9. Il y a 15 000 trucs à penser. Si en plus, tu ne peux pas t'attaquer entre pilotes, c'était beau, c'était sensationnel. Là, franchement... Je suis d'accord. Ouais, bon, en tout cas, c'était un très très beau Grand Prix du Mugello. C'est mon circuit préféré, le Mugello. J'adore ce circuit. T'es pas le seul, hein, je te rassure. J'ai jamais roulé là-bas, mais vraiment, cette ligne droite et ce droit... D'ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, messieurs. Ça sera le cas aussi pour la Formule 1, mais ne vous imaginez pas, toi, si tu es un jour ce que ce souhaite en super sport, en mondial, et toi qui vas continuer, ne vous imaginez pas retourner à Imola ou à Monza. Hein. C'est terminé un mondial Superbike, c'est terminé. Pour quelle raison? Pour différentes raisons, pour les riverains, parce que c'est en ville Monza, pour les écolos, pour différentes raisons. C'est pas des raisons d'homologation à cause des bacs à gravier pas assez profonds, tout ça, non? Ça va être râpé. C'est pour ça qu'on a été à Cremona cette année. Non, c'est terminé. C'est un peu dommage. Heureusement qu'il y a le Mugello. Mais le Mugello ne sera jamais mondial Superbike. Il y était à mon époque. Je crois qu'il y a eu non, moi, je n'ai pas souvenir. Je n'ai pas de souvenir de mondial Superbike au Mugello. Eh ben, ça tombe bien. On va parler des circuits qui ont perdu le droit d'accueillir la Formule 1 en France, c'est Manicourt, mais là on va parler de Supersport. C'était ce week-end le championnat de France Superbike. Il y avait plus de 200 pilotes. Laurent, il y a même des pilotes mondiaux de Superbike et d'endurance. Il y a une raison de ces wildcards-là ou comment ça s'est passé? Nous, on est venus déjà pour faire des tests pour la manche du Superbike à Nevers-Manicourt pour le mois de septembre. Et donc, Loïc Arbel, qui est notre pilote de cette année, est blessé. Donc, on l'a remplacé depuis la dernière course à Misano par notre pilote polonais qui est Piotr. Mais on est venu pour tester, pour avoir des validations, parce que déjà mon pilote il vient d'arriver. Donc, et la MV Agusta, il y a beaucoup de choses à travailler sur le pilotage. C'est quand même une moto un peu différente des autres marques. Donc, on est venu entre parenthèses comme si c'était un track day. On n'a pas pris de pression. On est venu en équipe réduite pour vraiment travailler et avoir des données pour la manche et surtout sans que mon pilote s'entraîne. Et justement, est-ce que ça va mieux pour sa blessure? Comment ça se passe? Il se remet beaucoup plus rapidement parce qu'il a déjà eu la même chose, mais de l'autre côté. Donc il était là il n'y a pas longtemps, mais en fait il a eu la malchance d'avoir de l'autre côté. Donc, mais il se remet mieux parce que déjà il connaît la blessure, donc il sait comment faire les rééducations plus rapidement. Bon, pour l'instant ça fait que 2 mois et demi, donc c'est quand même une grosse blessure qu'il a eue. Donc c'est sûr que là, la prochaine course c'est en Angleterre et après on a le nouveau circuit de Hongrie qui vient juste d'être validé. Donc, et les premiers tests ont été faits, je crois, ce week-end par des teams et je crois que chez Honda, Corentin, je crois qu'il roule la semaine prochaine. Ça je sais pas, j'ai vu en tout cas là qu'il y avait Petrucci et... il y en a quelques-uns qui ont roulé parce qu'il vient juste d'arriver, qui est en plus tout nouveau circuit au bord du lac, je ne sais plus où le nom de Hongrie, qui est
Ce qui paraît c'est super sympa. Le lac Balaton. Est-ce que tu peux Exactement. nous dire le nom de ton pilote? Alors, j'ai le même problème que toi, Mais je non. n'arrive pas à le dire. Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Swirsky. Ben, on a le même problème. Donc, c'est comme Toprak au début, c'était pas facile, mais... C'est non. pas si mal que ça, ce qu'il a fait là ce week-end. Il a quand même gagné la première course. Est-ce que euh, c'était pas la première fois qu'une MV Agusta gagnait un championnat de France? Alors, je me suis renseigné, mais j'ai un gros doute. Je sais qu'en fait, il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années, il y a un pilote français qui a roulé en MV Agusta. C'est qui? Alors là, en championnat de France. Et qui a battu un record aujourd'hui. Alors, moi, j'ai roulé en MV sur le périph', battu Lucas. des records de flash. Hein En MV, Lucas. en brutal, mais ça doit Ouais, pas être moi. hein. Exactement. Ah, c'est ça? Bah voilà. Bah, Non, pas ça. D'accord. Ouais. Lucas Mayas. Lucas Mayas? Ouais, a roulé chez MV Agusta il y a 15 ans. Je lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu, mais je pense que lui, il a gagné en 600 Super Sport. Ok. Pas sûr, j'ai un doute, mais... C'est pas moi qui vais En vous tout cas, contredire. après, le problème, c'est que la MV Agusta, il n'y en a pas beaucoup. Et, là, il y en a une deuxième, c'est... il y a Mais qu'est-ce qu'elle vaut? Elle a gagné un mondial Super Sport déjà. Ah oui, et d'entrée. cette année, on a gagné 3 fois avec Mosteiner. Donc, non, elle marche, la moto, elle a toujours marché. Donc, Et pourquoi il est moins bien, Mensteiger, maintenant? Parce qu'il est beaucoup moins bien d'un coup. Hein. Alors, on a un gros problème sur la MV, c'est le départ. Mais tous les pilotes, tu regarderas, il y a Motozu qui a fait 2e en qualif à Misano et Beau a fait 3e. Et au premier tour, ils sont 10 et 12. Ah. On a un gros problème sur le départ donc, et on n'arrive pas à le résoudre pour l'instant. Mais ouais, il y a certains circuits, ça se passe super bien. Moi, il a gagné à Assen, c'est quand même son circuit. Il est hollandais, donc. Ouais. Mais il a fait une super début de saison. Il y a du haut Et là, et il du a bas. perdu le titre. On voit déjà qu'il est plus dans le coup sur la dernière course à De toute Misano. façon, il a perdu la 2e place. Hein. C'est Honshu qui est 2e. De toute façon, le vrai rival, c'est Honshu. On va pas se leurrer. ouais, Quand on il voit est- le talent qu'il a. Et surtout, comme dit aussi, il a le mental en ce moment. Ouais, Ouais. il sera pas champion parce que je pense que quand Manzi a autant Manzi, d'avance que ça. C'est rare il est- quand il fait des erreurs. Ouais, mais il en a fait à Misano. Bah ouais, Oui, c'est pour ça. mais c'est un tueur. Comment il les pousse les autres? Ouais, Il n'y en a mais jamais un qui s'est vengé encore. lui, Il n'y a il jamais, pousse. il y a jamais encore un pilote, même les deux Français qui se sont fait sortir poussés aussi par lui. Jamais j'ai vu encore un pilote, même ses compatriotes, se faire bousculer et aller lui régler son compte. Personne. Sur le plan mental, il s'impose. Tu trouves pas? Il s'impose par rapport aux autres. Ah, il Manzi, les il pousse, ose, c'est viril, c'est. Ouais, il ose, mais je trouve qu'avant, n'empêche, il faisait quand même moins d'erreurs. Et là, ça arrive. Là, l'erreur de Misano, c'est quand même rare de le Il a voir plus faire de ça, pression, quoi. Ouais. je trouve. Et Avant, il menait la pas fin le de saison championnat. va être très, très, très dure. Et je pense Ouais. que ça va remonter parce qu'il est bien remonté. De tête, je n'ai pas regardé, mais je crois qu'il a 20 ou 17 points de retard. Hein. C'est Alors, pas Honshu, c'est énorme. plus que ça. Non, plus. C'est plus que ça. Non, Là, je si crois pas. seulement. Plus, mais je sais Il a pas. Non, perdu c'est 25 plus que ça. points. Hein. Ouais, Ouais, non, mais c'est il en avait plus que beaucoup, ça, hein. il avait... Mm. Honshu, il était très loin. Il y a eu des erreurs aussi. Il a beaucoup tombé. Il a eu des résultats Ouais, blancs. mais il remonte. Hein. Et on en a parlé du coup sur la première course, c'est Piotr qui a remporté la course 1 sur la MV. Et en course 2, c'est Corentin Perolari qui l'a remporté. Toi, ça s'est passé comment? Moi, dans l'ensemble, on va dire que c'était pas le week-end rêvé. Ouais. Donc bon, on a un peu galéré sur certains points de la moto, et puis même moi, j'ai encore des choses à évoluer. Mais bon, on va dire que on prend en course par course. Voilà, on est un peu loin en championnat, mais on peut encore jouer le Vous êtes titre. combien? Là, je suis 3e à 35 points. Ouais. Donc c'est pas non plus énorme, mais ça Clairement. fait quand même un Il reste combien de petit peu. courses? Il en reste 3. 3 et 2 manches par course, donc bon. Ouais, ça peut encore. Mais Ça peut encore être jouable maintenant. Faut voir, on prend course par course, on fait au mieux à chaque fois. Et puis voilà, au moins on n'a pas de regrets, on a fait tout ce qu'on a pu. Ouais, Voilà. c'est clair. Toi, comment tu vois cette fin de championnat, Rémi là? Honnêtement, je pense que Laurent va partager mon avis, ça va être difficile pour toi parce qu'ils ont deux super machines. Je suis épaté par ce que fait Alexis Légrier, déjà par le choix qu'il a fait de prendre la Triomphe. Et j'ai entendu tout à l'heure ce que tu as dit, ce garçon qui connaît tout par cœur. Tu manques un petit peu de moteur face aux deux autres machines, ça va être. Ouais, après, voilà, manque un peu de moteur. Et surtout, ça, t'es derrière voilà. pour l'instant, t'es derrière Non, eux. mais après, c'est même pas ça le plus gros problème. C'est que là, ce week-end, on est passé à côté de quelque chose. Bah, il nous manquait quelque chose en réglage pour que ça me convienne pour aller plus vite. Avec ce petit réglage, j'aurais pu être vraiment avec eux, me battre. Maintenant, voilà, il n'y a pas que l'excuse du moteur, il y a moi aussi à travailler. Il ne faut pas toujours dire que la moto. Après, c'était un week-end compliqué. Il a fait très, très, très Ouais, il a chaud. fait très très Ah chaud. bah ouais. Là, et- sur dimanche, on a monté jusqu'à 55 en température. Ce qui m'embête Sur pour le toi, bitume, c'est que c'était énorme, t'as perdu 10 Ouais. points, mais t'as deux rivaux. Si t'avais à glaner ces points-là sur un seul, là, ça va être pour que les deux passent au travers sur les dernières courses. On va les citer, les dernières courses, d'ailleurs. C'est des nouveaux circuits. Ouais. Il y en a un seul que t'aimes vraiment bien, je crois. Bah, après, non, le prochain, c'est Pau. Tout le Ouais, monde le toi connaît. aussi. Tout le monde Mais- le connaît, Pau. Non, mais est-ce que tu aimes vraiment Pau? Pau, C'est pas, tu penses pas que c'est plus sur l'anneau du Rhin que nouvelle piste que tu peux prendre le plus de points, que tu Pau, peux leur reprendre le plus de points? Pau, honnêtement, c'est un circuit que j'aime beaucoup. L'anneau du Rhin, pareil.
Après, le Vigeant, je ne connais pas encore, on va aller Bijan s'entraîner. est très cool. Hein. Ça prend vite en plus, je trouve. Mais il a l'air technique. Lano Durin, je vois pas, je connais pas. Lano Durin, moi je trouve vraiment cool parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a vraiment du rapide, du lent, le bitume est vraiment nickel. Et c'est un endroit sympa, on est dans la forêt et tout, donc c'est cool. Ok. Et maintenant, on va voir. J'attends. Bah, c'est comme Bertrand Stey, c'est chez toi, t'es alsacien. Exactement. Depuis le temps que Bertrand Stey me parle de son Lano Durin, a priori, tu dis que c'est bien. Je crois que c'est en fin août, c'est ça, hein. Ouais, fin août. Il paraît que c'est assez sensationnel. Bah, ça Ouais, fait c'est plaisir. où, ce circuit, hein. C'est en Alsace. On est où? Près de Mulhouse, en fait. Bilsheim. Ok. Ouais. Ah, c'est énorme, je savais pas du tout qu'il y avait un circuit Bah, là-bas. Tu sais pourquoi ils l'ont mis? Ils l'ont mis à la place du circuit Carole. Non, allez, tout de suite, on passe au Superbike à Misano. Laissez-moi mon Carole tranquille, là. Ben non. Ouais, ça... Bah, par exemple, un pilote que tu as reçu récemment. Ouais. D'ailleurs, on a fait la meilleure audience depuis longtemps grâce à lui. J'étais Ouais. assez étonné. Incroyable. Merci Exupéry. Exupéry Beaumont. Ouais. Je sais pas si ce sont ses fans, ses jeunes fans. Mais Exupéry, par exemple, et Thierry Beaumont, ils détestent le Baron Rouge. Ils détestaient venir au circuit Carole. Pour eux, C'est un tourniquet, Carole. C'était- C'est chaud. Voilà, c'est- franchement, en la 600, France- ça va. Mais en 1000, mais pour c'est eux, horrible. c'était la punition de venir là. 600, ça Oh, freine, ça ça va. accélère. Ouais, mais ça va, ça reste Ça n'a pas tranquille. de grandes courbes. En 1000, t'as vite fait de te faire un high Ah, side. bah, ça, hein, c'est sûr. Même la Petit circuit. parabole, enfin, c'est pas des virages. C'est pas adapté Après, pour les 1000. il y a Quoi. aussi peut-être la structure extérieure. Il n'y a peut-être pas assez. Lano Durin est quand même mieux équipé au niveau des. Le paddock des stands est un peu et tout petit ça. quand même. Ouais, Il est un Carole, peu c'est un petit, peu mais- compliqué. Quand tu amènes toute une structure de Superbike, ça fait 200 pilotes, ça fait du monde, hein, à Carole. Hein. C'est un peu serré. Ah ouais, les paddocks, Donc, c'est un peu. Après, il y a peut-être les autres promoteurs, ils ont préféré aller à Lano Durin. Et Lano Durin, ça fait quelques années qu'ils sont en promo sport aussi, je crois. D'accord. Donc, qui fait très que. bien. Ça fait déjà 1 ou 2 ans que ça Ouais, devait plus que ça, je peut-être crois. passer en FSBK. Rémi, on parle brièvement de Misano en World Superbike avant de parler de toi, Diego, et de ton interview. Week-end marqué par la domination, évidemment, de Toprak. Toprak, Gazgatogo. J'espère. L'année dernière, c'est 3 circuits qu'il avait enchaînés, Most, et puis donc cette course italienne et Donington. Il avait fait 9 victoires. Là, il est à 5 sur 6, mais il a fait le triplé. Ah ouais. Et franchement, je me demande s'il n'est pas plus fort à Donington Park qu'il l'est à Magny-Cours. Il est très fort aussi. Là, c'est d'un seul coup, on est revenu à 9 points. Il est revenu plus qu'à 9 points. Il a glané un nombre de points. Tout s'est bien enchaîné pour lui. Tout a été compliqué pour Boulega, qui a eu en plus un très mauvais résultat dans l'une des 3 courses. C'est top pour nous parce que juste avant qu'il parte en MotoGP, ça nous a relancé le championnat. Je vais avec vous à Donington, ça va être sensation. En plus, c'est une piste que j'adore. C'est un circuit à l'ancienne comme Randzach, alors que je n'aime pas du tout Randzach, Silverstone. ouais, Parce que pas Silverstone, c'est un circuit qui est fait pour la Formule 1, il y a un paddock pour la Formule 1. Là, Donington, je te souhaite d'y rouler un jour. J'ai peut-être commenté la plus belle course de ma carrière, c'est la remontée d'Olivier Jacques la remontée de Valman sur Olivier Jacques sous la pluie, tu te souviens pas, en 2000 quand il a le titre. Oui, C'était incroyable. beau. Mais c'est un beau circuit, c'est le souci, on peut génial. avoir de la pluie, Ah oui. on peut tout avoir. Et il y a une super ambiance de spectateurs. Non, mais Et Donington, ça fait envie. C'est très Randzach, pas particulier du par tout. rapport aux autres circuits, hein, mais c'est vraiment agréable. Ouais. Pourtant, c'est ouais. 2 circuits à l'ancienne avec le fish and chip. Les supporters anglais, c'est magnifique. Quoi. Donington, c'est du pur plaisir d'aller là-bas. Ouais. Nathan Ray, il a chuté sur un de ses circuits préférés. Bautista, il gagne plus depuis 24 courses, c'est ça? Alors, Ouais. je pense que ça va être la fin. Et il a pu gagner, effectivement, chez Ducati. Bautista, ça sent la fin aussi. Hein, de Surtout toute qu'ils façon. l'ont pas reconduit. Ils l'ont pas reconduit. annoncé. Hein. C'est le week-end, Il est ils pas ont annoncé qu'ils le reconduit chez reconduisaient pas. Ducati, ouais. Sur un circuit, il gagnait tout le temps. Hein. Il avait le record de victoire. Je pense que le mémoire, d'ailleurs, Toprak a égalé maintenant ce record de victoire de Jonathan Ray. Jonathan Ray qui gagnait beaucoup à Misano. Ouais. Ça devient très, très compliqué. C'est-à-dire que là, comme je vous l'avais annoncé il y a environ 2 mois dans l'émission, on est en train de perdre les 3 champions du monde de cette dernière décennie. Tous les titres, les 6 titres de Jonathan Ray, les 2 titres de Toprak qui part, et puis les titres de Bautista. Alors, il y en a un qui a dit, attendez, parce que le commentateur anglais a dit la même chose, et il y en a un qui a dit, comment ça, il n'y aura pas de champion du monde en titre la saison prochaine? Il y en a un qui a dit, si, il y aura peut-être un champion du monde en Ouais, titre. mais Johnny Ray, il est dans le bruit il y a un gros bruit de couloir sur le Superbike hein, qui signe dans un nouveau team. Hein. Voilà. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a un qui a protesté, qui a dit, attendez, vous êtes gentil. Il y aura peut-être un champion du monde en titre l'année prochaine. Boulega, parce que lui, il est encore en tête du championnat. Ah, ce sera lui pour le remplacer? Non, mais lui, Non, mais s'il est champion du monde, mais lui, il a déjà le guidon, il est confirmé. Mais lui, il y sera champion du monde s'il a le titre. Sauf qu'il faut qu'il batte Toprak.
Ah ouais, non, mais là... Et certains ont déjà... Hop. Là, Ouais, il est quand même très fort. Hein. vous êtes certain Après, c'est Tu pareil. es certain à 100% que Toprak va être champion du monde en fin de saison? Moi, la grosse différence, c'est qu'il a signé chez Yamaha. Son rêve, c'est d'aller en MotoGP. Donc là, il est libéré d'une chose. Et donc là, il sera beaucoup plus fort, Toprak, je pense. Il va mettre du gros rythme dans les prochaines courses. Il ne faut pas oublier Donington, il adore, comme tu l'as dit. Nevers, il adore Nevers. Ouais, mais il y a d'autres pistes. Il a eu un gros souci, hein, donc il a eu un gros crash. On va pas à Aragon en fin de saison? Il a gagné combien de fois Aragon, Toprak Azgatoglu? Je crois que non, il y a Yannone qui a gagné une course aussi l'an dernier. Oui, mais lui, il a gagné combien dans toute sa carrière, dans toute son histoire? Combien? Je sais pas. 0. Ouais. C'est son point faible. Ça arrive en fin de saison. Ah non, mais Nevers, il sera très fort. Les supporters français qui vont venir et tous les Turcs qui seront là-bas, il est clair que s'il fait le maximum et que ça se passe mal pour Boulega avec des pilotes qui s'intercalent à Donington, on aura déjà une première info vers le 14 juillet, et ensuite, début septembre à Manicourt, là, ça va être plus compliqué. Moi, je pense que là, on a une petite chance que le championnat soit serré quand même. Bien plus qu'au MotoGP, normalement. Bon, et puis la Hongrie aussi, où pas grand monde connaît. Lui, il a quand même la faculté de vite adapter. Surtout qu'il n'y a pas de test officiel cette année. C'est-à-dire que tous les teams de Superbike, il n'y aura pas de test. Donc ça veut dire qu'ils vont arriver tous avec des bases de réglage zéro et qui vont commencer à bosser. Et il ne faut pas l'oublier, on n'a pas beaucoup d'essais. Donc même si en Superbike, il y a plus d'essais, mais ça sera pour le même niveau partout. Et Toprak, il se met en rythme très très rapidement. C'est ce qu'il laisse penser. Hein, donc, il le montre bien. Il y a 3 belles courses pour lui. Hein. C'est les 3 d'affilée. Hein. Je suis d'accord avec vous qu'il va s'adapter. Donc on en a plus vite une Aragon et 3 pour lui. Il reste Jerez aussi à la fin. Jerez, il va vite. Il roule vite à Jerez aussi. Hein. Voilà, hein, vous y allez fort. Donington, oui. Et Estoril, est-ce qu'il roule vite? Il va vite. Mais pas autant que Donington. Donington et Barcelone et Manicourt, oui. Vous y allez fort pour l'instant pour la Hongrie. On verra, on n'en sait rien. Il peut se passer beaucoup de choses. Et puis je vais vous rappeler ce qui s'est passé vendredi l'année dernière à Manicourt. Une grosse chute pour lui. Hein. Il a failli. Ah oui, c'est vrai. Il était à la limite. Ça va pas sortir de son cerveau, ça, cette chute. Hein. Non. Il va y penser, ce freinage. Pas grand chose. Hein. En connaissant le personnage, ça va rien changer. Tu crois? Ah bah oui. Regarde. Il arrive, il est revenu tout de suite après, il a regagné. Hein. Oui. Non, c'est pas vrai, il n'a pas regagné parce que c'était Aragon. Tout de suite, mais c'était Aragon. Ouais, bon, il est quand même, il est revenu rapidement, blessé, il a une méga chute, et c'était limite. Je vous rappelle ce que m'ont dit les médecins quand on a dîné hein. avec Marc Fontan, Sam Thomas et Philippe Monneret le vendredi soir. Hein. Je ne savais pas que les médecins officiels étaient là, et je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, là, en tapant avec le dos comme ça, il a failli finir dans un fauteuil roulant. Ils m'ont dit, non, Rémi. Il a failli mourir. Il a failli mourir. Je savais, avec les petites intonations. Non, mais même moi, j'étais... on a tous été surpris quand le médecin nous a dit ça. Et là, on s'est vraiment rendu compte de ce qu'avait dit à l'époque Marco Melandri, qui avait dit que cet endroit-là était vraiment dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, tiens? Ah oui, il est dangereux, on le sait, mais... Il n'a jamais été modifié, c'est ça le souci. Après, je trouve ça pas normal. Là, comme ça, je sais pas trop ce qu'on peut faire de plus, à moins changer le virage, tourner un peu... Non, ou mettre des protections avant, parce qu'ils arrivent vite à ce niveau-là. Ils ont déjà modifié Manicourt, hein. C'est pas la première fois qu'il y a un changement de tracé, quand même. Cet endroit-là, il y a quand même beaucoup de chutes. Quand ça tombait à ce niveau-là, tu arrives vite. Je sais pas, on a combien en 600, là? Ouais, j'ai pas tellement regardé, mais plus on de passe 200. fort, hein. Donc là, en 1000, et quand on voit la vidéo, elle est dure, hein. Parce qu'il y a à 2 cm ou 1 cm près, il était ou plus là, ou tétraplégique ou paraplégique. Hein, donc il n'était pas loin. Hein. Alors qu'il ne tombe jamais. Il ne tombe jamais tout seul. Ça, c'est sûr. Comment il avait fait d'ailleurs pour avoir cette chute, je me rappelle plus. Je me rappelle très bien de l'impact. Pour la seule fois. Il avait perdu l'avant. Ouais, perdu l'avant, mais après, je sais pas, c'était son premier tour lancé, je crois, direct. Il était déjà très vite, donc peut-être un pneu pas très chaud, mais ça m'étonnerait. Il faisait quand même des bonnes conditions. Je pense pas que c'est ça. C'est parce qu'il est peut-être rentré un peu plus fort. Il se met très... Moi, je l'ai vu à l'époque, en étant en stock 1000. C'était le seul, au départ, le tour de lancement qui était déjà à la limite. C'était le seul en stock. Le seul. Et moi, j'étais au bord de piste. J'avais 2 pilotes français, un Suisse et un Français. Mais c'était le seul. C'était qui déjà, tes pilotes? J'avais Maxime Cudeville et Valentin Suchet. Exact. Qui a été champion du monde l'an dernier en endurance. Et qu'est-ce qu'il faisait du coup, Toprak de spécial? Il gaz en grand tout de suite? Mais le premier tour de lancement, il est déjà à la limite.
c'est le seul, mais le seul de tout le stock 1000 était comme ça. Et pourtant, il dominait pas tout, parce que quand il s'est battu contre Florio Marino, mais surtout Rinaldi, je pense que c'est Rinaldi qui a été champion. C'est Rinaldi qui a été champion, c'est Michael Ruben Rinaldi, c'est pas Toprak à l'époque. Il était avec la Ducati officielle et il a été champion cette année-là. Faut oser quand même mettre gros gaz au pro. Tu sens mais t'as les couvertures chauffantes, mais quand même, enfin, c'est un pilote qui se met en rythme très très rapidement. Fort confiance en tes pneus quand même. Ah ouais, mais lui il s'en fout, ça, il se pose pas la question. Hein. Mais ça se voit, hein. T'arrives, le premier tour, il est... c'est extraordinaire à voir, hein, parce que tu sais que tu sors avec, comme tu dis, t'as un pneu qui est quand même très chaud, mais le problème c'est qu'il faut le mettre en rythme, mais lui, il se pose pas la question. Incroyable. Mais c'est comme Honshu, hein, il fait exactement pareil. Hein. Le premier tour de lancement... Ah franchement, j'adore. Honshu, c'est... Je pensais pas que c'était à ce point-là, mais cette année, depuis Portimao, c'est très beau à voir. Je pense pas malheureusement qu'il sera champion. Il y a trop de points de retard et Manzi est un tueur dans sa tête. Et c'est équipe Honda Tenkai. Pardon, vous voyez encore le lapsus de l'époque quand c'était NKT en plus, hein, donc ça va être compliqué. Ah ouais, mais il reste encore. On est à la mi-saison, donc il reste quand même la moitié de la saison. Il faudra vraiment qu'il y ait beaucoup de concours de circonstances. Ouais. On va suivre ça, bien évidemment, mais on a assez parlé d'eux. On va parler de toi, Diego. On va juste comme signaler que Valentin Debise a fait son 2e podium de l'année en Supersport. Ah, même si tu le dis pas, Rémi, je te dis. Si, c'était annoncé normalement, voilà. Non, donc, je suis désolé. Alors après, c'était qui pour remplacer Bautista chez Ducati en 2026 ? Ensuite, interview. Je suis désolé. Ça a été trappé, on me censure. C'est de ta faute, Rémi Tissier. Non, c'est pas de ma faute. Non, mais bravo quand même. Mais oui, évidemment. Il a fait son 2e podium. Il a fait pour l'instant ses 2 podiums en Italie. À Cremona et à Misano. Donc, c'est pas mal. C'est bien. On a besoin d'avoir des podiums français. Allez, maintenant, interview Diego Pons. Tu as bien fait de le notifier parce que ça aurait été dommage de passer à côté. Diego, du coup, toi, tu es venu par la course de côte. Ouais. Avec quoi comme bécane ? Oula, bon après, en course de côte, c'est un peu... j'ai pas un parcours typique, on va dire. Ouais. Je commençais par la course de côte en petite moto, où voilà, on faisait juste des montées pour voilà, quand on faisait moins de 12 ans, un truc comme ça. Des petites montées, rappelle-nous de quel département tu es ? Haute-Savoie, moi. Ah oui, des petites montées. Ouais. Non, mais voilà, des montées, on faisait des courses de côte, voilà, on commençait avec des petites motos, on commençait avec des 50 QR, Honda. Ouais, c'était ma bécane aussi pour démarrer. Voilà, 50 QR, après 80 Piwi. Et ensuite, je suis passé sur un Conti. T'es passé sur Conti aussi ? Ouais, comme ça roule en Espagne avant, un 70 Conti. Donc, je roule en 25 Power en course de côte. Et après, à partir de ce moment-là, je commençais à me lasser de la course de côte. Donc, j'ai fait une année un peu sans moto. Et après, j'ai envie de reprendre. Et cette fois-ci, on est repris sur du circuit. Et vraiment, depuis 2019, on s'est vraiment concentré sur le circuit. C'est ça ? Toi, tu n'avais pas forcément voulu faire de la vitesse dès le départ ou si tu l'avais dans un coin de ta tête ? À l'époque, c'était vraiment juste vraiment du pur plaisir comme ça, sans vraiment d'objectif. Et après, et puis surtout sans pression, on prenait ça comme ça. Et après, à partir de 2019, on s'est vraiment mis plus sérieusement dedans, on va dire. En promo ? En promo sport. 125. 125 promo sport, ouais. Pourquoi il y a autant de pilotes dans vos 2 départements, mais notamment en Haute-Savoie, qui font des courses de côte et qui font du sidecar ? J'ai découvert ça au Tourist Trophy, avec comme ça, qui soit fou, avec De Chazal, avec Lavorel, avec ton père. Ton père a été champion de France en 2004 de course de côte. De course de côte. Mais le sidecar, c'est des trucs Après, c'était... Parce que vous êtes aussi proche des Peugeot qui sont pas très loin. Hein. Ouais, après, depuis longtemps, il y a quand même beaucoup de personnes qui font la course de côte vers chez nous. Parce que déjà, il y en a beaucoup. Vous avez des côtes. On fait le championnat de France de course de côte, au final, les 90%, c'est en Rhône-Alpes, quoi. Donc ça reste tout autour. Voilà donc la raison. Voilà, que il y en a en Rhône-Alpes, il y en avait, moi à l'époque où je roulais, il y en avait 2 en Franche-Comté, une dans le Lot. Sinon après c'était tout en Rhône-Alpes. D'accord, donc voilà l'explication. Pour le sud-ouest, vers Marmande, la Réole, c'est le speedway. Chez vous, c'est des courses de côte. Et le sidecar quand même, parce que là... Ouais, le sidecar en course de côte, même en circuit. Sidecar en course de côte. Enfin, tu me diras, ils le font mieux aux touristes. C'est évident. Et tu as eu l'occasion d'avoir une wildcard en Mondial 300. Comment tu as eu cette opportunité et qu'est-ce que tu as retenu à posteriori ? Déjà, l'opportunité, c'était que je roulais en Super Sport 300, donc en FSBK. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion, du fait des résultats, j'étais 3e au championnat à ce moment-là, d'aller faire une wildcard dans le championnat du monde. Donc avec notre team, avec notre moto, juste vraiment pour voir le niveau et puis prendre l'expérience. Sur quel circuit ? À Manicourt. À Manicourt, oui, c'est souvent France, ça, bien évidemment. C'est là où on le rencontre vraiment pour la première fois. C'est ça. J'avais déjà côtoyé pas mal ton papa. Ouais. On t'a invité parce qu'on voulait te rencontrer, parce qu'on sait que tu es un des grands espoirs de la moto française dans la relève, avec Cyprien Bébi et d'autres pilotes.
Et là, quand tu nous parles, tu étais terrorisé. Ah ouais, bah après, c'était. Voilà, j'étais. T'étais terrorisé ou pas? C'était incroyable. Non, bah honnêtement, moi de mon ressenti, j'étais pas terrorisé, mais c'était ma façon d'être à l'époque. J'étais vraiment timide, encore maintenant, mais beaucoup plus que maintenant. Et on pouvait pas décrocher un mot pratiquement. Ah non. Ah ouais. Ah oui, non, mais il est métamorphosé en 3 ans. Je pouvais pas l'inviter à Racing Stream il y a 3 ans. C'est pas possible. Alors que tu as vu Cyprien Bébi qui est venu à 14 ans l'année dernière, le cirque qu'il est capable de faire, c'est des personnalités différentes. Ouais, non, c'est sûr. Après, voilà, chacun a sa personnalité, chacun marche comme il est. Ça t'a apporté quoi une wildcard en mondial? Parce que c'est vrai que ça te fait une carte de visite, un CV, ça change quelque chose pour les partenaires après? Pour les partenaires, c'est sûr que voilà, de dire qu'on a fait une course au championnat du monde, c'est toujours mieux. Ah oui. Après, c'est surtout personnellement, on voit le niveau qu'il y a, on voit l'évolution en bagarre, tout ça, c'est vraiment... Là, on voit qu'il y a vraiment un gros step à faire sur nous. T'avais fini combien sur cette course? Je crois que la première course, je dois faire 27e. Ouais. Et la deuxième course, je tombe juste à la fin, donc du coup, je repars, je finis 32. Mais... Ouais, donc la différence entre le championnat de France et après en mondial, t'as dû faire... Ah oui, quand même, c'est violent. Mais je m'attendais vraiment à avoir ça, je me suis dit, ça allait être... voilà. Mais tu étais à peu près dans les mêmes chronos et les mêmes places qu'Alexis Négrier, si je me souviens. On se battait ensemble. Voilà. On se battait ensemble, ouais. Vous aviez tous les deux la wildcard à ce moment-là? Ouais, exactement. Lui, il était deuxième au championnat. Il y a le premier du championnat qui avait refusé la wildcard et après le deuxième, troisième qu'il avait eu. Ok. Et pareil, nous deux, chacun dans son team, indépendant. Et donc tu es passé après du 300 au 600, mais avec plein de constructeurs différents. Aujourd'hui, ça te fait une force de ça? Ouais, bah on a fait 2 premières années en Kawasaki. Ouais. Donc on avait un bon soutien de Kawasaki, donc c'était vraiment pas négligeable pour une première année, pour les 2 premières années. Donc je me suis fait la main sur la 600 avec. Et ensuite on a dit, bon, il y a un moment, on voyait qu'on était un peu en dedans, on voyait que tout le monde a une R6, donc on a dit, on va prendre une R6. Ouais. Donc justement on a racheté la R6 de Loïc Arbel. Et puis là, direct, une moto prête à rouler, ça donne la confiance, ça fait évoluer direct. Et puis grâce à ça, grâce aux résultats que j'ai pu faire avec cette moto, on a eu le contact de Honda qui nous ont proposé de rouler Honda cette année. Et avec la R6, tu as fait 4e, c'est ça? 4e championnat, ouais. Ça commence à envoyer. Donc là, maintenant, tu es passé chez Honda. Ouais. CBR 600, comment tu la sens par rapport aux autres? Comme toutes les motos, ça reste toutes des très bonnes motos. Oui, non, R6, ZX6, maintenant, comme CBR, ça marche de fou, c'est sûr. Comme on se dit, l'année dernière, la moto, elle arrivait, elle était prête. Là, cette année, on part d'une feuille blanche, donc faut faire la base qui me convient et qu'on trouve les réglages à faire. Et au fur et à mesure, ça va aller, il n'y a pas de raison. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est vrai que je ne savais pas, tu as fait la première fois le Bol d'Or en 2024. C'était avec qui et comment ça a été cette expérience? C'était un rêve. En championnat de France, donc en FSBK en 2024, déjà depuis 2023, j'étais dans la structure du RAC 41, donc avec notre moto, donc Kawasaki, Yamaha, eux ils sont Honda. Et en 2024, il était content, lui il s'occupait de mes datas, donc du coup il voyait comment je roulais, il aimait bien comme je roulais, il était content de ce que j'avais fait. Donc il a dit pourquoi pas me donner l'opportunité d'aller faire déjà la semaine du Bol d'Or, parce que j'avais jamais roulé en 1000 avant le mardi de la semaine. Ah oui, alors le changement de jour à la nuit, t'as dû péter déjà, j'ai eu la chance d'arriver dans un bon team où la moto est saine. Ouais. Déjà, je me fais pas peur, la moto, elle va bien, j'avais pas grand-chose à dire. Et en plus, la semaine, même mes coéquipiers m'ont dit, la semaine, elle était parfaite, quoi. On n'a quasiment rien touché à la moto. Ce qu'il faut que tu précises, parce qu'on te croise juste avant à Manicourt, c'est que quand tu y vas, tu es dans l'équipe, mais tu n'es pas supposé rouler normalement pour la compétition. Et tu vas très très bien débrouiller. Explique-nous ce qui se passe. Ouais, il m'a dit, on part sur le principe que je fais la semaine. Donc je fais la semaine, ça se passe plutôt bien. Les qualifications sont bien passées. On est parti pour faire un petit rythme de course pour voir ce que je suis capable de faire. Et c'était plutôt bien. Donc du coup, il m'a dit, il a demandé aux autres leur avis. Et en plus, il m'a proposé de faire le premier relais. Ah ouais, quand même. Pour voir comment je m'en sors sur un relais. Et il s'est super bien passé. Du coup, j'en ai refait un. La nuit, il m'a un peu coupé. Il a dit, tu connais pas trop. J'ai fait 5-6 tours la nuit le jeudi, donc c'est pas assez pour avoir d'expérience. Et donc. T'avais jamais roulé de nuit avant? Non. Et t'avais jamais roulé sur une 1000 et t'avais 19 ans? Ouais. Et du coup, le matin. Quand même. Du coup, le matin, il m'a fait rerouler et jusqu'à la fin de la course, j'ai fait mes relais. Et puis Et la nuit, alors, c'est comment? La nuit, c'est vraiment. Je l'ai jamais fait, mais c'est vraiment un truc à faire et c'est une très bonne expérience. Laurent, toi aussi, la nuit, c'est quelque chose d'incroyable. En endurance, c'est un autre monde. Le pire, c'est qu'on roule aussi vite que sur le jour. Ouais.
Et c'est ça qui est bluffant. Pourquoi? Parce que tu as tellement des repères que tu as ton repère de freinage qui a même changement de vibreur. Non, c'est plus facile parce que tu le vois pas le repère. Donc tu l'as à la dernière minute, donc ça gêne pas. Mais c'est vraiment particulier la nuit. C'est vraiment... C'est bluffant. T'es un robot la nuit? Mais de toute façon, quand on fait de l'endurance, on fait toujours les mêmes tours. Au début, on les compte, les premiers tours, et après on les oublie. Et on attend juste le dernier panotage, on sait qu'il y a 5, 4, 3, 2, et on s'en est tapé 32, voire certains circuits, c'est quand même très particulier. Mais la nuit, c'est féerique. Ouais. Après, c'est moins féerique quand tu rentres du relais. Parce que quand il est 2-3 heures du matin... Toi, tu roules et les autres, ils sont à moitié fatigués, c'est spécial. Ouais. Mais ça dépend, il y avait la technique Philippe Monneray. Il laissait ses deux coéquipiers faire la nuit. il y en a beaucoup de pilotes qui font ça. Au 24 en voiture, il y en a plein aussi. C'est bizarre, ils sont malades. Et après, quand il fait jour, ils reprennent Mais c'était Nathaniel Berton, quand il roulait en LMP2 chez Murphy, je lui disais, du coup, là, tu vas rouler? Il me fait, ouais, je vais faire un triple relais. Je fais, mais l'autre, il roule pas le bronze? Il dit, non, il va pas y aller la nuit. Donc, il est enquillé toute la nuit, comme un robot, comme un métronome. Mais là, je crois que vous êtes 4 maintenant, c'est ça, en stock? En stock, on a le droit d'être 4 maintenant. Avant, il y avait que 3, et là, ils sont passés 4. Il y a des teams qui restent encore 3. Je crois que National, ils sont 3. National, ils sont 3. Ouais. C'est pour des raisons d'économie, tu penses? Non, je pense qu'ils restent toujours dans le même rythme. De toute façon, National Moto, ils ont une bonne équipe. Avec Guillaume, stable, avec ça va toujours vite. Parce que l'autre est parti. Et là, c'est Nigon qui arrive. ils font Suzuka. Ouais, ils font tout. Justement, il y a un Japonais qui est arrivé qui a permis d'aller à Suzuka. Donc, du coup, ils ont fait les 8 heures de Spa à E3. Et là, ils étaient en test justement la semaine dernière à la Suzuka avec la moto. Ils étaient là-bas. Ça s'est très bien passé, donc du coup, je pense que ça peut faire une bonne course à Suzuka. Et cette année, là, tu es en endurance, tu es soutenu par Honda. Comment c'est ta relation avec eux de manière globale? Ils misent sur toi sur des années. Comment tu gères ça avec eux? Là, honnêtement, on n'a pas tellement parlé quelque chose de précis. J'ai le soutien plutôt en championnat de France, on va dire. D'accord. Le championnat de France, c'est vraiment plus le soutien de Honda France. Et après, en endurance, voilà... Ça tombe bien que le RA41 soit Honda, qu'il soit bien avec Honda France aussi, donc du coup ça matche bien, on va dire. Et comment ça se passe aujourd'hui quand on a des résultats comme toi? Là tu disais 3e du championnat actuellement, au niveau des sponsors, t'en parlais, tu travailles, c'est toujours autant galère d'aller chercher du budget, ça se passe comment? C'est surtout avec les réseaux, c'est quoi les techniques aujourd'hui pour aller chercher des partenaires? Moi je sais que je suis pas un adepte du réseau, donc du coup c'est pas avec ça que j'arrive à me montrer. Maintenant, ça reste beaucoup de connaissances, de personnes qui adorent la moto, qui ont envie de m'aider. Et voilà, ça reste des connaissances. C'est très, très, très rare quand c'est des personnes de l'extérieur qui disent « Oh, tiens, j'ai envie de t'aider. » voilà. Et du coup, t'as pas... Tu imagines qu'il y a toujours de la recherche là-dedans? Toujours. Ça reste difficile à boucler une année à chercher le budget. Ouais, non, parce qu'il a un père qui est sensationnel, qui est un passionné, qui a roulé en prenant tous les risques et qui est un garçon de mon âge et qui lui donne... de très 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 grosses sommes, on peut dire qu'il aime son fils, on peut lui dire merci. Il est terrorisé parce que je lui ai fait croire qu'il allait rentrer 3 minutes en plateau et du coup il est d'abord régi. C'est tellement difficile les budgets, c'est vrai que pouvoir faire ça. C'est énorme ce qu'il donne ton père, franchement. Non mais c'est sûr, sans mon père, sans les parents en général, je ferais pas ce que je fais là, quoi. Bien sûr. C'est sûr que voilà, sans les parents, j'ai mon mécano aussi qui se donne à fond pour la moto et sans ça, c'était pas possible, quoi. De toute façon, là, toi, tu dis tu travailles, mais ton objectif, c'est le focus est de devenir pro et en vivre, même si on sait en moto, c'est difficile. Ouais, c'est de plus en plus dur. Après, comme tout le monde, on veut toujours en vivre. Maintenant, je suis obligé de travailler pour vraiment avoir une solution de repli. Bien sûr. Et puis, parce que il faut travailler, sinon, il y a un moment... Mais tes adversaires travaillent aussi, puisque j'ai découvert qu'il est mécano, Alexis. Ouais, mécano voiture, ouais. Et ouais, j'ai été étonné, parce que de toute façon, il s'exprime tellement bien, on va l'inviter bientôt aussi. Quand il m'a dit qu'il était mécano, je le voyais plus faire un métier plus intellectuel que ça. Ah non, et en fait, je lui dis c'est bien, parce que ça aide d'être mécano quand t'es pilote. C'est le métier idéal. Au moins, tu peux dire ta bécane, ce qui va pas. Moi, je dis, la bécane, je sais pas, je la sens pas. Il se passe quoi? Je sais pas. C'est sûr, quand t'es mécanicien, ça doit aider. T'arrives bien à retransmettre justement ton ressenti à tes ingénieurs, tes mécaniciens, leur dire ça, il y a un truc qui va pas être ultra précis. C'est quand même la base pour pouvoir rouler vite, et c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que c'était un peu mon point faible avant, de vraiment d'être précis sur mes ressentis. Maintenant, je sais qu'avec le temps, je commence à comprendre les choses, etc. Puis vu que ça, nous, on reste un peu côté familial, on va dire, dans le team, donc ça reste nous qui faisons la moto, etc. Donc
La moto à la maison, c'est moi qui fais les choses dessus. Donc, on va dire, la base de la moto, je la connais un peu par cœur. Donc, on va dire que c'est bien aussi de connaître sa moto et de savoir comment elle est faite, etc. D'accord. Il y a un événement particulier qui t'a fait switcher en disant ça y est, maintenant j'arrive à le faire, ou si finalement c'est juste l'expérience au fur et à mesure du temps? Non, il n'y a pas tellement d'événements. Après, à côté, on a la 2D, l'acquisition de données qui fait que quand je dis quelque chose, il y a la confirmation ou non. Oui, d'accord. Donc maintenant, je vois à peu près, même moi en lisant la 2D, je sais plus ou moins dire les choses. Quoi. C'est quoi tes objectifs pour le futur? Vers quoi t'aimerais te diriger? Comme tout le monde, le rêve, ça reste du mondial Superbike, Supersport, ça reste vraiment le rêve. Maintenant, On parle pas de vers Moto 2, c'est ça? On en parlait en début avec Laurent. Non, après, comme on disait, ça reste toujours faisable. On le voit avec Manuel Gonzalez, Adrien Huertas. Maintenant, je vois qu'actuellement, pour moi, de mon point de vue, déjà, j'ai pas le niveau pour. Donc, il faut rester quand même le pied sur terre et puis voir si c'est le plus possible. Moi, je t'écoute, je te vois. Ça fait 3 ans que je te côtoie et je t'apprécie beaucoup. Et j'aime bien ton papa aussi. J'ai vu les dernières comment se comportait, tu l'as cité, Adrien Huertas, qui est un chien fini. Un chien, d'accord? Même au petit déjeuner, tout, je l'ai vu faire pour tout, c'est infernal. Je vois comment est Manzi. Est-ce qu'un de tes défauts, une qualité qui va peut-être te manquer, est-ce que tu n'es pas trop gentil, compris en piste? Est-ce que tu es capable d'affronter des mecs comme ça? Un mec comme Manzi ou comme Huertas, est-ce que tu vas... si tu te retrouves, parce que lui, par exemple, je suis sûr qu'il est capable. Je connais son caractère. Est-ce que toi, tu vas vraiment avoir ça en toi quand tu vas arriver, parce que tu es un très bon pilote, parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas tomber sur un mec comme ça si tu vas aller au plus haut niveau? Tu as déjà appréhendé cette question-là? Après, je sais que moi sur une moto, je sais que je suis trop gentil, c'est quelque chose que je travaille. Maintenant, tu sais que Tomizawa, que j'adorais, ce que lui faisait faire Fred Cormain-Boeuf et d'autres, et j'ai fait une séance avec lui, que j'oublierai jamais, il lui faisait faire de la boxe. Ouais, pour être plus agressif. C'est une solution. On voit Aldi et Mahindra qui en fait beaucoup aussi. Maintenant, et il progresse bien. Ouais, il progresse bien. Franchement, on n'en a pas parlé encore depuis le début de l'année, on est d'accord. Hein. Et il a fait des top 10. Il est bien accompagné avec Jules, c'est vraiment... Et il est très fort. Ouais. Et même Jules en parle beaucoup. Ouais. Hein. Il a un don, le petit. Hein. Non, mais il est sensationnel. Il l'a montré l'an dernier en 300. Hein. Ouais. Premier Indonésien, champion du monde de moto, quand tu sais comment ils aiment la moto et le deux roues là-bas. Très simple, hein. Tu le vois dans le paddock. Et lui, je sais, parce que j'en ai parlé avec Jules, et il a un don, le petit. Hein. Oui, bon, je trouve que c'est bien parce que tu as été honnête. Le ressenti que j'avais, toi, tu l'as aussi, tu sens que tu n'es pas... Non, mais ça, je le sais depuis toujours que je suis trop gentil maintenant. Je bosse dessus, ça va beaucoup mieux déjà en roulant. La wildcard en mondial m'a fait évoluer sur ça aussi. Ton père, il était si gentil que ça? J'ai pas l'impression. Hein. Non. Et ben alors, Pascal, il va falloir lui transmettre. C'est un défaut, mais après, c'est une qualité dans la vie. Je suis assez calme, donc du coup, ça marche aussi différemment. Donc, on va dire que le tempérament, peut-être qu'il me portait préjudice des fois, mais des fois, ça peut être un atout aussi. Ouais, évidemment. Et puis, tu m'as dit tout à l'heure, en venant dans la voiture, que tu as quand même né le même jour que Lucas Mayas, quasiment à quelques heures près le même jour qu'un garçon comme Caranta Perolari. C'est quand même plutôt prometteur. Qu'Emilie Bondy, d'ailleurs, aussi, je crois. Ah ouais? C'est quand même... voilà. C'est pas la date d'anniversaire qui fait qu'on roule vite. Oh là là, tu parles à Rémétissier, là. C'est notre... Là, on a la moitié du plateau des Français du championnat du monde qui sont nés le 13 ou le 14 avril. Et quand même, au bout d'un moment... Ils auraient pu naître avant, mais franchement, c'est très, très mal. Et puis, je vous rappelle les dates de naissance de Valentino Rossi et de Marc Marquez. Regardez. Hein. C'est quand? Ils sont à un jour d'intervalle, si je me souviens. Ah voilà, les frères ennemis. On te retrouve sur Instagram pour tes réseaux, pour ton actualité. En tout cas, merci Diego d'être venu nous voir sur RS. On te souhaite le meilleur pour ta carrière et puis pour cette saison. Laurent, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison? C'est quoi l'objectif? Il n'y a pas d'objectif, on apprend. C'est juste d'apprendre cette année pour être plus fort l'année prochaine. Le niveau il est déjà très très élevé. Surtout cette année, je trouve que c'est encore évolué. Donc il y a beaucoup de grands pilotes qui sont là et c'est dur. Et tu t'apprends le polonais en plus Ah non, déjà l'anglais est dur, alors plus ils doivent me mettre dans le polonais. Bon. Et tu vas peut-être avoir un petit souci à gérer, c'est qu'on l'a reçu ici, et lui, qu'est-ce qu'il est gentil aussi, c'est ton copain. Loïc Arbel voulait absolument revenir à Manicourt, et maintenant, Donington, ça sera ton pilote polonais, Sierserski, mais est-ce qu'il n'a pas dans l'idée de revenir un peu plus tôt? Il veut revenir en Hongrie, pour l'instant il est blessé, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est la Dorna qui décide. Donc, ah oui. Ça, c'est pas nous qui décidons, même si tu viens avec des radios et ce que tu veux, c'est
Mais d'ailleurs, s'appelle Monica qui gère ça. T'as eu le souci quand Loïc s'est blessé avec un pilote pour un contrôle anti-dopage qui n'a pas passé, si je me Oui, souviens mais bien, c'est dans le pilote principe italien. de ça, mais c'est eux qui décident. Mais j'ai eu le cas l'an dernier parce que j'ai eu une malchance à Assen. À Assen, chaque fois, je vais à l'hôpital, donc c'est pas très cool. Ouais. Ah ben, j'ai eu Sabatucci qui s'est blessé et qui était prêt physiquement pour rouler à Misano. Et Monica l'a refusé. Et il aurait pu rouler, mais elle a préféré pas prendre de risque. Ouais. La Dorna prend pas de risque avec les blessés, hein, donc et c'est peut-être une raison valable. Il faut faire attention quand même. Il faut pas oublier que quand on a des grosses chutes, après quand on retombe dessus, je sais pas, le résultat final après il est peut-être pas bon. C'est une escalade de blessures. Et Ouais, peut-être donc qu'ils ont il faut raison faire là-dessus. attention et se remettre rapidement, c'est une chose. On le voit bien avec Martin. Hein. Il est revenu très rapidement, et le résultat il est plus là. Hein, donc Mais moi, j'ai niqué ma carrière de pilote à cause de ça. Hein. Je me suis déplâtré trop tôt et c'était un enchaînement de blessures et ça a fait crash. le problème, c'est que c'est vrai. Là-dessus, c'est vrai. quand on est pilote, on veut revenir le plus vite possible, ce qui est normal. C'est leur passion, mais il faut faire attention aussi à tout ça. Mais dans n'importe quel cas, moi, ce sera pas moi qui vais décider. Mais ce sera la Dorna. Donc, finalement, tant mieux. Au moins, t'auras pas cette pression-là. je préfère aussi. Hein. Ouais, Parce c'est clair. qu'après, tu peux t'en vouloir très rapidement en pensant que il est prêt, insister, mais la finalité, ça peut vite arriver. Les 600, ça va vite, c'est très physique. Il y a beaucoup d'appui sur les cale-pieds et tout ça. Il ne faut pas oublier que Loïc a quand même une double fracture tibia péroné. Donc, ça se remet pas comme ça. Hein. Bon, allez, vous avez été top tous les deux. Le mot de la fin, c'est que tu as vraiment de la chance parce que ton père t'a donné le prénom que j'aurais voulu avoir. Du coup, je voulais le donner à mon fils et comme c'était une fille, elle s'est appelée Léa. C'est un peu Diego. Diego, c'est sensationnel, Diego. Si c'était Diego, ça aurait été drôle. Ça marche pas. C'est marche là-dessus pas. que nous allons nous quitter, en tout cas. Merci Rémi, merci Diego, merci Laurent, encore une fois d'être venu Merci sur beaucoup, RS. en tout cas. C'est cool. On se retrouve la semaine prochaine avec avec Alexandre Caldi. Avec Anthony Drevet. Et normalement, un très bel invité voiture. Très bien. Et ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao.